Bonjour tout le monde et bienvenue donc, pour ce tout premier webinaire Nature Adapt. Donc c'est le tout premier webinaire d'un cycle que nous lançons donc aujourd'hui et donc qui sera tous les premiers jeudis du mois, donc à raison de un par mois, à 11 heures et qui sera toujours donc avec ce lien Zoom. Donc si vous voulez participer au suivant, voilà, vous pouvez garder ce lien de côté. Et donc, ces webinaires se font dans le cadre du projet Life Nature Adapt, que Van Cerise vous présentera un petit peu plus tard, et qui donc, traitera notamment du changement climatique et de l'adaptation, qui est le sujet principal, le cœur de notre projet. Donc, ce webinaire se déroulera, ou en tout cas tous les webinaires se dérouleront toujours de la même manière, donc à savoir 1 heure découpée en 2 temps. Donc avec un premier temps de présentation, donc d'une demi-heure par l'intervenant, et ensuite une demi-heure d'échange. Comme ça, les participants pourront aussi poser leurs questions. Donc là, pour aujourd'hui, c'est Anne-Cerise Tissot, donc, qui est la coordinatrice du projet Life Nature Adapt, qui va vous présenter donc, ce qu'on a fait, ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas encore participé à des webinaires, je voulais juste rappeler quelques petites règles, on va dire, de bonne conduite. Donc, à savoir qu'à partir du moment, notamment, où Anne-Cerise va commencer à faire sa présentation, je vous demanderai tous, donc la plupart l'ont déjà fait, mais de couper les caméras et le micro, ça évitera voilà, les bruits extérieurs et s'assurer une connexion Internet optimale, en tout cas. Et donc, si vous avez des questions, donc à la fin, il y aura un temps d'échange. Vous pouvez dès à présent, dès à présent, en tout cas, les écrire dans le chat au fur et à mesure et je les reprendrai une par une à la fin. Et sinon, tout simplement, vous les gardez de côté dans votre tête. Et puis, on utilisera, donc, si tout le monde est adepte, de l'option lever la main pour prendre la parole. Voilà. Donc, Anne-Cerise, je te laisse commencer ta présentation. Ok, merci Sandra. Donc, je vais vous partager directement mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Sandra, merci. Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Anne-Cerise Tissot, la coordinatrice du Life Nature Adapt pour Réserve naturelle de France. Et donc, je vous vais présenter aujourd'hui en une demi-heure, donc c'est un peu le challenge, l'état d'avancement du Life Nature Adapt que je coordonne depuis mi-2018. Alors, donc je vais déjà faire quelques rappels sur le projet pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis ensuite, je vais vous présenter un peu l'état d'avancement en 2 temps, déjà tout ce qui a été fait, et puis ce qui est en cours voilà, depuis fin d'année dernière, et puis qui sera mis en œuvre essentiellement en 2021. Une petite conclusion, et puis évidemment un temps d'échange. Évidemment, ce que je vais vous présenter est non exhaustif. Comme je vous ai dit, en une demi-heure, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai dû faire des choix. S'il y a des choses qui ne sont pas présentées là, on pourra évidemment en parler pendant le temps d'échange. Alors, déjà, quelques rappels. Qu'est-ce que c'est que ce Life Nature Adapt? Alors, tout d'abord, l'objet de ce Life, c'est d'intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées. C'est vraiment l'objectif général du projet. Et derrière, on a un objectif chiffré à 10 ans qui est d'atteindre 80% des gestionnaires de réserve qui intègrent le changement climatique dans leur gestion. Pour ça, on travaille sur 3 axes principaux. Un premier qui est destiné aux gestionnaires directement. C'est en gros pour les aider à intégrer le changement climatique, développer des méthodes et des outils qui soient vraiment opérationnels. Un deuxième axe autour des leviers à activer pour favoriser une mise en œuvre concrète de l'adaptation. Donc des leviers financiers, institutionnels, techniques, de connaissances, etc. Et puis un troisième axe autour de la mise en place d'un réseau, d'une communauté autour du sujet de l'adaptation au changement climatique dans les aires protégées, avec le support d'une plateforme web, puisqu'on est tous un peu éparpillés en France et en Europe.
Donc voilà, je vais vous présenter l'état d'avancement des actions sur ces 3 axes. Donc avant d'aller dans le détail, en lien avec les objectifs du projet que je vous ai présenté, quelles sont les cibles, à qui est-ce qu'on s'adresse? Évidemment, en premier lieu, aux gestionnaires de réserves naturelles. Mais on a vraiment l'ambition que ce qu'on propose soit destiné à l'ensemble des gestionnaires d'aires protégées en France. Donc, vous verrez un peu comment on fait pour réussir à atteindre cette cible-là. Mais voilà, c'est vraiment notre cible principale. Et évidemment, dans les outils, les méthodes qu'on va proposer, certains pourront intéresser les gestionnaires d'espaces naturels qui sont aussi non protégés. Et puis, on a une dimension européenne. Hein, c'est un live, c'est un projet européen. Et on cherche à proposer des choses qui soient aussi utiles aux gestionnaires d'aires protégées européennes. Au-delà des gestionnaires, on a 2 autres types de cibles. Des acteurs à l'interface climat-biodiversité, donc ça va être à la fois des acteurs scientifiques, techniques, institutionnels, et puis le grand public. Le calendrier, donc c'est un projet qui est sur 5 ans, de mi-2018 à mi-2023, et qui se construit en 4, qui se déroule en 4 grandes phases. Une première phase qu'on a appelée de co-conception, qui est terminée aujourd'hui, qui est une phase dans laquelle on a fait un état des lieux de l'existant, des besoins, et à partir de ça, on a co-construit différents outils et méthodes pour arriver à la deuxième phase, qui a été une phase d'expérimentation qui se termine en ce moment. Et donc, cette expérimentation de ces méthodes et outils qu'on avait préalablement co-construits s'est déroulée sur 6 réserves naturelles qui sont partenaires du projet que je vais vous présenter juste après. Et donc là, on arrive à la fin de cette phase d'expérimentation aujourd'hui. Et donc, on va réviser, revoir nos outils, nos méthodes et les retester sur une quinzaine de sites qu'on appelle des sites tests. Et donc, cette phase de test va démarrer cette année, en 2021, jusqu'à mi-2021. Mi-2022, pardon. Et il nous restera 1 an ensuite pour finaliser nos outils et les déployer à l'échelle européenne, nationale et européenne. Donc, pour mettre en œuvre tout ça, on est 10 partenaires. Donc, RNF coordonne le projet et pilote un certain nombre d'actions. On a également comme partenaire Europarc Fédération, qui est une fédération de parcs à l'échelle européenne et donc qui est en charge toute la dimension européenne du projet. Le MNHN via l'UMS Patrinat, qui travaille évidemment sur les aspects plutôt scientifiques du projet. Et puis Tela Botanica, qui travaille avec nous sur les aspects plutôt formation et animation de communauté. Les 6 partenaires qui restent, que je n'ai pas encore cités, ce sont les 6 gestionnaires des 6 réserves naturelles pilotes pendant la phase d'expérimentation. Donc, je vais vous les présenter avec la carte en même temps. On a l'ALPO, qui est gestionnaire de la réserve de l'îlot des Niges. Aster, qui est gestionnaire donc, de la réserve de Six-Passy. Le PNR des volcans d'Auvergne, qui est gestionnaire de la réserve de Chastres-Sancy. La Fédération des réserves naturelles catalanes, qui est gestionnaire de la forêt de la Massane. Le PNR du Morvan, qui est gestionnaire de la réserve des tourbières du Morvan. Et l'association Petite Camargue alsacienne, qui est gestionnaire de la Petite Camargue alsacienne. Ensuite, un dernier point, un dernier rappel sur les moyens du projet pour mettre en œuvre ces actions et ce calendrier. On a 4,2 euros pour 5 ans, dont 60% viennent du programme LIFE, climat de l'Europe. Et puis, on a un appui du ministère en charge de l'écologie et de l'Office français de la biodiversité, et évidemment de l'autofinancement de la part des 10 partenaires. Et puis, en termes de moyens, derrière cet argent, c'est aussi beaucoup des gens. Donc, on est une quarantaine de personnes aujourd'hui impliquées sur le projet. Donc, vous avez un petit extrait sur cette photo. Voilà pour les petits rappels généraux sur qu'est-ce que c'est que ce projet LIFE Nature Adapt. Donc là, je vais passer à la partie un peu le dur du sujet, c'est où est-ce qu'on en est. Alors, qu'est-ce qui a été fait? La première chose, je vous l'ai dit, ça a été de recenser l'existant et les besoins sur un certain nombre de champs.
Donc, ce qu'on a regardé, c'est le contexte général, les connaissances sur le sujet de l'adaptation au changement climatique dans les aires protégées, les méthodologies, les guides, les formations sur le sujet, les retours d'expérience et les outils collaboratifs qui pourraient nous intéresser. Comment on a fait ça? Évidemment, on a fait de la biblio, on a eu quelques prestations, on a fait une grande enquête européenne et on a travaillé avec des groupes de travail, des sous-groupes de travail issus des 10 partenaires. Et qu'est-ce que ça a donné tout ça? Donc, on a produit une analyse SWOT à l'échelle européenne sur la situation des aires protégées face au changement climatique en Europe. Une étude sur les documents de planification existants dans le domaine de la protection de la nature et du climat et comment les aires protégées s'inscrivent dans tout ça. Des rapports sur les services climatiques disponibles pour les gestionnaires. Donc, je vous ai mis les liens, là vous avez 1, 2, 3 parce qu'il y a 3 rapports. Donc, vous avez à chaque fois, quand vous pourrez avoir le diaporama à la suite de cette présentation, vous pourrez cliquer et avoir le lien vers les rapports. Donc, 3 rapports sur quels sont les services climatiques disponibles, comment les utiliser. Un rapport sur la typologie des mesures d'adaptation qui a été fait par le MNHN. On a fait une analyse de guides existants sur comment mettre en œuvre une démarche d'adaptation. Il y a 7 guides qui ont été analysés. On a fait un benchmark des formations existantes. Évidemment, il y a un rapport d'enquête qui est sorti suite à l'enquête européenne qui permet notamment de mettre en avant un certain nombre de retours d'expérience. Et puis, il y a eu un état de l'art des plateformes collaboratives qui a été également publié. Donc, tout ça est disponible sur la plateforme et donc vous avez les liens. Quels sont les enseignements de tout ça? Alors, un des principaux enseignements, c'est que les gestionnaires constatent bien la réalité du changement climatique. En général, tous nous font remonter des indices de ce changement climatique sur le terrain et constatent l'importance et l'urgence de ce sujet, puisque par exemple dans l'enquête, on a plus des 3/4 des personnes qui pensent que l'adaptation au changement climatique est une priorité dans la gestion de leur aire protégée. Mais, et d'où l'intérêt du projet, ils se trouvent souvent démunis pour s'emparer de ce sujet. Il y a d'autres priorités qui sont souvent plus prégnantes, plus urgentes. Et puis, ils connaissent assez peu les ressources disponibles et le monde du climat en général, les politiques climatiques. Et donc, finalement, aujourd'hui, il y a encore eu assez peu de démarches d'adaptation mises en place. Donc, là, c'est le deuxième graphe que je vous ai mis issu de l'enquête. Voilà, il y a plus des 2/3 des répondants à l'enquête qui n'ont pas mis en œuvre de démarches d'adaptation ou même démarré une réflexion sur la vulnérabilité de leur aire protégée. Sur les guides qu'on a analysés, on se rend compte qu'assez peu ont été utilisés et sont opérationnels directement pour les gestionnaires. Et on se rend compte qu'il y a évidemment des points communs, mais aussi des différences méthodologiques. Et donc, du coup, on a dû faire des choix dans la méthodologie que nous, on propose. Dans les connaissances disponibles, on se rend compte que les services climatiques sont assez nombreux. Il y a plusieurs plateformes selon ce qu'on recherche et qui ne sont pas toujours évidentes à appréhender sans un accompagnement ou une expertise extérieure, ou si on est soi-même déjà un petit peu expert du sujet du climat. On a évidemment un manque de recul aujourd'hui sur les mesures d'adaptation et sur leur efficacité, puisque finalement on parle d'adaptation depuis assez récemment. Par contre, un certain nombre de mesures d'adaptation sont des mesures de gestion qui étaient déjà mises en œuvre avant, et donc on a du recul sur ce genre de mesures-là, hors contexte changement climatique. Donc. Sur les outils collaboratifs qu'on a explorés, on n'en a pas trouvé qui permettent de répondre aux besoins des gestionnaires sur la question de l'adaptation au changement climatique, malgré le côté un peu foisonnant de ces plateformes depuis un certain nombre d'années. Et puis, quelques éléments plutôt sur le contexte qui montrent que les politiques climatiques et de protection de la nature sont quand même assez peu connectées, si ce n'est par l'évocation des services écosystémiques ou des solutions fondées sur la nature, ce qui reste assez général et peu détaillé.
Et puis l'adaptation des aires protégées là-dedans est quasi inexistante. Et globalement, on a constaté un manque de lisibilité du rôle des aires protégées dans l'adaptation des territoires. Voilà, je vous ai mis quelques enseignements tirés de cette première phase d'état des lieux. Il y en a évidemment d'autres qu'on fera ressortir, mais voilà, j'ai dû faire une petite sélection. Deuxième chose qu'on a faite, une fois qu'on a fait cet état des lieux de l'existant des besoins, on a co-conçu et expérimenté 2 outils. Donc, un premier outil qui est une méthodologie qui est un peu au cœur de notre sujet quand même et au cœur du projet. Une méthodologie pour élaborer un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation à l'échelle d'une aire protégée. Et le deuxième outil qu'on a rapidement aussi mis en place, c'est cette fameuse plateforme collaborative qui nous permet d'animer notre communauté autour du sujet de l'adaptation au changement climatique dans les aires protégées. Donc, comment on a fait ça ? Évidemment, on est parti de la phase que je viens de vous présenter avant, de l'état des lieux, de l'existant et des besoins. Et puis, avec un groupe de travail sur la méthodologie, on a proposé une première méthodologie qui a été expérimentée, comme je vous l'ai montré, sur les 6 réserves pilotes. Et on a continué à co-construire cette méthodologie ensemble pendant la phase d'expérimentation. Alors, pour la plateforme, c'est pareil, on est parti de l'existant et puis on a travaillé essentiellement avec Tela Botanica et les prestataires pour proposer une première version de la plateforme. Et ensuite, on a expérimenté avec l'ensemble des partenaires du consortium, donc cette quarantaine de personnes qui travaillent sur le projet, cette première version pour en proposer ensuite une nouvelle améliorée. Donc, qu'est-ce que ça a donné en termes de production concrète ? On a eu une V1 de la méthode organisée en 4 blocs. On a eu 6 démarches d'adaptation, une par réserve. Et puis, en croisant ces démarches et cette V1, on a préfiguré une V2 de la méthodologie en 10 étapes. Donc là, je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Donc, la première version de la méthodologie, c'était 4 blocs. Une phase d'immersion, une phase d'analyse essentiellement du climat, plus les activités qui existent sur le territoire, un troisième bloc autour de l'analyse de la vulnérabilité et un quatrième autour de l'élaboration d'un plan d'adaptation. Donc ça, c'est la première version de la méthode, avec évidemment un peu de détails dedans quand même. Ça, c'est la deuxième, la préfiguration de la V2 en 10 étapes. Donc, c'est ce qu'on a co-construit pendant la phase d'expérimentation avec les sites pour approfondir cette première méthode en 4 blocs. Voilà, elle s'est déclinée en 10 étapes. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Je vais vous montrer la suite après. Donc, voilà concrètement ce que ça a donné. Et puis, donc, sur la plateforme, on a eu une première version également. Et puis aussi une deuxième, notamment grâce à l'expérimentation avec le consortium et à un stage qu'on a eu l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est à cette V2 de la plateforme avec aussi un certain nombre de documents structurants comme les conditions générales d'utilisation, la charte et les tutoriels de prise en main de la plateforme. Donc, voilà un peu ce qui a été fait sur ces 2 outils. Et je vais quand même vous montrer la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Il faut juste que je repartage mon écran différemment. Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà, donc quand vous allez sur la plateforme naturadat.com, on arrive sur cette page d'accueil. Donc la plateforme, elle est structurée essentiellement autour de groupes, puisque l'idée, c'est de faire cette plateforme une plateforme collaborative. Donc aujourd'hui, on a 15-20 groupes qui existent. Ce sont des groupes à la fois ouverts et fermés, donc ouverts, n'importe qui, entre guillemets, qui le souhaite peut participer au groupe, et les groupes fermés sont plutôt des groupes de travail pour lesquels il faut demander l'accord de l'animateur pour entrer. Et donc, vous pouvez rentrer dans les groupes, et dans chaque groupe, donc là, je vous donne l'exemple du groupe communauté qui est le métagroupe. Dès que quelqu'un s'inscrit sur la plateforme, il arrive dans ce groupe automatiquement. Et après, les autres, c'est à chacun de s'inscrire et de choisir ses intérêts. Et donc, dans chaque groupe, vous allez avoir 5 espaces. Un espace de page, chacun peut rédiger ou co-rédiger une page.
un espace de discussion, donc c'est des listes de discussion, un forum, un espace d'actualité, un espace de documents, où on peut mettre voilà, des documents qu'on a terminés, et puis évidemment l'annuaire des membres qui sont dans le groupe. Donc là, aujourd'hui, nous avons 268 inscrits à la plateforme, bientôt les 300. Voilà, vous avez aussi donc, une page ressources qui est en cours, un annuaire général de la plateforme, et puis en bas dans le footer, quelques liens, et notamment des tutoriels et les règles d'utilisation de la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à naviguer et à contribuer. Je reviens au diaporama. Et vous avez notamment donc un groupe dédié au webinaire sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations, le PowerPoint et continuer aussi la discussion après le webinaire. Voilà. Tout à fait, Sandra. Quels sont les enseignements sur ces deux outils-là qu'on a co-conçus et expérimentés? Alors, sur la méthode, on s'est rendu compte que notre première version n'était pas assez détaillée pour une mise en œuvre au fil de l'eau. Et en même temps, ce n'était pas plus mal puisque ça nous a permis de co-construire le détail avec les sites et ça a vraiment été voilà, très intéressant et très voilà, concret et fertile. Et donc, ça nous a permis de préfigurer la deuxième version de la méthode. Ce qu'on s'aperçoit sur la mise en œuvre des sites, c'est qu'elle est fortement dépendante de la taille du site et de la complexité et de la diversité des enjeux, de l'état d'avancement du plan de gestion, s'il en existe un ou pas, s'il est en cours de révision ou pas, du gestionnaire évidemment et de son fonctionnement interne, et puis du contexte local, que ce soit en termes d'expertise disponible ou de façon de travailler avec les acteurs du territoire. Et donc tout ça fait que la mise en œuvre de la méthode qu'on propose peut être plus ou moins longue et on peut mettre plus ou moins l'accent sur certaines choses et on peut aller plus ou moins dans le détail sur certaines choses. Ce qu'on ressort aussi comme enseignement, c'est que c'est un processus qui est prospectif et itératif. Donc forcément incomplet et incertain, ce qui n'est pas forcément toujours facile et agréable. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Et par contre, c'est hyper voilà, stimulant et intéressant. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est l'importance du cheminement du gestionnaire pendant la démarche, pendant la mise en œuvre, qui est presque, sinon plus importante finalement que certains résultats de la démarche et notamment du diagnostic de vulnérabilité du plan d'adaptation. Donc, on a voilà, pas uniquement une démarche, disons, technique, mais aussi un peu une démarche en cheminement sur la vision de la gestion, la vision de son site, la vision du rôle du site, etc. Ce qu'on a vu, c'est que cette démarche qu'on propose, cette méthodologie, elle permet aux gestionnaires de monter quand même en compétence sur le climat, de continuer à mieux connaître son aire protégée, le territoire, et aussi de poser un autre regard dessus, de s'interroger sur les vulnérabilités et les opportunités qui sont provoquées par le changement climatique, et puis développer une vision prospective sous l'effet du changement climatique. Elle permet aussi d'anticiper et surtout de réfléchir à ses pratiques de gestion face au changement climatique, de lancer une dynamique à la fois en interne gestionnaire et local, et de poser des premiers jalons d'un diagnostic de vulnérabilité et d'un plan d'adaptation. Et puis, elle permet de faire évoluer les relations avec les acteurs locaux. Quelles que soient les relations précédentes, ça les fait évoluer dans un… Voilà, notamment parce que ça positionne l'aire protégée et le gestionnaire un peu différemment. Et puis, un peu en lien avec ça, ça permet aussi de communiquer différemment sur l'aire protégée et sur son rôle au sein du territoire. Sur la partie l'outil plateforme, on s'est rendu compte entre la V1 et la V2 que c'était quelque chose qui était assez difficile à animer sans la partie forum, liste discussion que je vous ai montré. D'où l'évolution vers la V2, la plus grosse évolution, ça a été ça. Il nous manque encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il manque une fonction recherche qui permet de rechercher dans l'ensemble des groupes les ressources notamment. Et donc, on a cette page ressources, mais qui n'est encore pas complètement terminée et pas complètement structurée. Donc, c'est encore deux éléments sur lesquels on a conscience qu'il faut qu'on avance
Et voilà, c'était des enseignements un peu de cette première version. Évidemment, nos animations, elles fonctionnent lorsqu'elles répondent à un réel besoin. Donc voilà, on fait des tests, on essaye des choses. Des fois, ça fait des bides et puis des fois, ça marche très bien. Donc, on monte aussi en compétences en faisant cette expérimentation-là. Et puis, on se rend compte que la communauté, elle grossit régulièrement avec des événements. Donc, par exemple, nous, on a eu le colloque montagne en novembre. Il y a pas mal de gens qui ont rejoint la plateforme à ce moment-là. Il y a l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en octobre. C'est pareil, il y a pas mal de gens qui ont rejoint à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'il y a un peu des événements, on a un accroissement de la communauté. Et puis après, l'autre enseignement, c'est que si on ne demande pas, on n'a pas trop de retour des utilisateurs. Et donc, je pense qu'on aura une enquête utilisateur dans cette année ou l'année prochaine pour avoir un peu plus de retour sur la plateforme, multiplateforme en général. Voilà, troisième point, gros point sur lequel on a avancé depuis le début du projet, c'est la communication. Communication sur le projet et communication sur le sujet de l'adaptation au changement climatique des aires protégées. Qu'est-ce qu'on a produit donc sur le projet, on a une plaquette de présentation, on a des kakémonos, on a fait des articles, des interventions. On a la newsletter du projet, donc je vous ai remis le lien pour vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore, qui traite à la fois du projet et du sujet. On a également une revue de presse mise en place sur le sujet, sur la plateforme. On a eu des événements, donc il y a eu le Congrès des réserves en 2019 qui a été dédié au changement climatique. On a eu ce fameux colloque de montagne en 2020, en novembre 2020, que je vous ai mentionné juste avant, qui a été organisé par Aster. Et puis, on a eu aussi des webinaires déjà l'année dernière et l'année d'avant aussi. Donc, 2 en français, un sur le climat et un sur le plan de gestion. Et puis, plusieurs en anglais menés par Europark. Donc, je vous ai mis les liens pour aller les retrouver. Voilà pour ce qui a été fait. Maintenant, je vais passer à ce qui est en cours. Je vois que je suis en train de passer l'heure, mais ça va aller plus vite, je pense. Donc, sur ce qui est en cours maintenant, donc en gros, ce qu'on fait depuis le dernier, depuis mi-2020 et qui va avoir encore en cours jusqu'en 2021. Donc, il y a les synthèses scientifiques menées par le MNHN et l'UMS Paprinat. Donc, suite à l'état des lieux un peu qui avait été fait dans la première phase, il y a 3 sujets qui ont été choisis pour faire des synthèses scientifiques sur 3 mesures d'adaptation. La translocation, les continuités écologiques et la libre évolution, naturalité des milieux. Donc, comment on va traiter ces 3 sujets-là? L'idée, c'est d'utiliser la méthode des revues, des cartes systématiques. Donc, en gros, on fait une carte un petit peu de l'existant de la littérature sur ces sujets et on essaye d'en faire une méta-analyse. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? En fait, les 3 sujets ont déjà été bien explorés. La littérature scientifique, les articles ont été sélectionnés. Et donc, on est dans la phase d'analyse et de publication des articles scientifiques. Et donc, tout ça devrait se terminer au cours du premier semestre 2021. Et donc, en parallèle de ces articles scientifiques, donc qui seront en anglais, l'idée, c'est de faire une synthèse en français pour chaque sujet à destination des gestionnaires et un webinaire qui présente les résultats aussi par sujet. Et donc, ces webinaires font partie du cycle de webinaires dont nous avons la première édition aujourd'hui. Deuxième chose qui est en cours, c'est la révision de la méthode qui a été donc expérimentée sur les 6 sites et la conception de 2 autres outils dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc, révision de la méthode et co-conception d'une formation à destination des gestionnaires de protégés, une formation distancielle. Donc, c'est comme un MOOC, mais pour les professionnels, et donc un MOOC grand public. Comment est-ce qu'on travaille sur ces nouveaux outils et sur cette révision de la méthode? Chacun a son petit groupe de travail dédié. Sur la méthode, donc on est en train de publier les diagnostics et plans d'adaptation des 6 réserves pilotes. Donc, il y en a 3 qui sont en ligne aujourd'hui, je vous ai remis le lien. Et donc, on devrait avoir les 3 suivantes d'ici la fin du premier trimestre 2021. On est en train de rédiger un rapport d'expérimentation
qui va donner un peu des enseignements qu'on tire de cette expérimentation, est en train de travailler sur donc la deuxième version de la méthode. Et aussi, on est en train de choisir les sites tests. Je sais que certains d'entre vous ont postulé à l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, on a reçu les candidatures, ça s'est clôturé en décembre. Et puis, donc là, début d'année, on va dépouiller ces candidatures et choisir nos nouveaux sites. Donc, ce qui vient après, c'est la rédaction du guide méthodologique, une réflexion autour de l'articulation de notre méthode avec la méthode plan de gestion, et puis le démarrage de ce test sur la quinzaine de sites. Voilà à quoi comment peut être présentée la deuxième version de la méthode, ou comme ça. Il y a plein de façons de la présenter, on est vraiment en train de travailler dessus. Je voulais vous la présenter un peu, mais je n'aurai pas le temps vu le timing. Ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, l'idée, on reste sur différentes grandes étapes, avec une première étape qui est plutôt dans l'immersion et le cadrage. Et je vous ai mis en fait dans la diapo un peu les questionnements qu'on se pose sur chaque sujet. Donc, c'est quoi le changement climatique? Quelles sont les caractéristiques de mon aire protégée? Quelles sont les caractéristiques de mon territoire des activités? Qui fait quoi? Et quelle est la caractéristique de ma démarche d'adaptation? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi? Comment? Avec qui? Ensuite, on passe à une étape plutôt de collecte d'informations et d'analyse. Et donc là, on va regarder 4 grands champs: le climat, les facteurs d'influence, le patrimoine naturel et la gestion. Et pareil, là, on va se poser des questions sur l'évolution passée, future, sur les vulnérabilités, sur les potentialités. Et donc, tout ça va faire partie du diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité qui contient dans notre méthode un récit prospectif de l'espace naturel sous l'effet du changement climatique. Après ce diagnostic, on passe à l'étape plutôt de stratégie, où on va se demander quelle stratégie d'adaptation on souhaite opter, et puis quelles actions d'adaptation derrière. Et donc, c'est ce qui constitue le plan d'adaptation. Et puis ensuite, on peut faire un petit bilan avant de passer à la mise en œuvre, au suivi et à l'adaptation concrète sur le terrain. Sur la formation, quelles sont les avancées? Où est-ce qu'on en est? Donc, en fait, on a déjà démarré cette action dès 2019. Et donc là, on est en train de finaliser les vidéos de cours, d'élaborer les ressources complémentaires, les activités, les évaluations. Et donc, l'idée en 2021, c'est de tester une première version de cette formation avec les sites tests, de faire des tournages complémentaires, et puis d'arriver, commencer à travailler sur une version finale pour une mise en œuvre en 2022. Voilà à quoi ça ressemble, cette formation. Il y a 5 séquences et 2 séquences transversales. Donc, en gros, on commence par se demander qu'est-ce que le climat, comprendre le climat, passé, présent, futur, quels impacts sur l'aire protégée et quelles sont les politiques dédiées les politiques climatiques, questionner sa gestion de la nature, imaginer l'espace naturel protégé dans le futur et élaborer et mettre en œuvre une démarche d'adaptation. Avec en parallèle, comment faire le lien avec le document de gestion et comment mobiliser les acteurs du territoire. Donc ça, c'est le plan général. Du coup, qui est redivisé après en sujets. Sur le MOOC, donc qui est à destination, lui, de grand public, ce qui a été fait, c'est ce qui est en cours, c'est la rédaction du scénario pédagogique. Et en 2021 vient le choix des intervenants, la rédaction des scripts, les tournages, le montage des vidéos, etc. Donc, on est un peu en décalé par rapport à la formation gestionnaire. Et donc, voilà à quoi ça ressemble sur la partie MOOC. On aura une introduction, une séquence sur comprendre, une sur se documenter, passer à l'action, transmettre et une conclusion. Et voilà ce que ça donne un peu plus en détail. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu du contenu actuel qui n'est pas finalisé, qui est en cours d'élaboration. Et sur la communication, qu'est-ce qui est prévu? Donc évidemment, on continue la communication sur le projet et sur le sujet via les articles, les interventions, la newsletter, la revue de presse, les webinaires en anglais. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2021? On va avoir des panneaux et des kakémonos sur les 6 réserves expérimentales
qui vont permettre de mettre en avant les résultats de la démarche d'adaptation et notamment du diagnostic de vulnérabilité. On va avoir 2 vidéos, une à destination des gestionnaires, une à destination du grand public. Et on va avoir aussi 3 posters à destination des gestionnaires avec des personnalités qui incitent à l'adaptation. On va avoir un colloque sur les aspects plutôt littoraux qui aura lieu le 9 et 10 mars, qui est organisé par la LPO. Et puis, on a notre fameuse série de webinaires, donc un par mois, dont Sandra a parlé en introduction. Voilà, j'arrive à la conclusion. Juste pour vous dire qu'encore après, il nous reste toute cette partie de test et de déploiement. Donc là, on est vraiment à la charnière des différentes étapes du projet. Donc après, on va tester sur les sites, on va revoir, finaliser les outils et les déployer. Je vous ai mis aussi un certain nombre de liens qui me semblent utiles sur le projet, la plateforme, les ressources, et puis le groupe webinaire dont a parlé Sandra. Et je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Merci Anne-Cerise, c'était complet. De rien. J'étais un peu lente, mais enfin longue. Je sais pas lente, mais longue. En même temps, il faut dire qu'il y a beaucoup, c'est très, c'est complet et c'est dense et c'est dur de faire en 30 minutes. Donc bravo à toi. On va passer aux échanges et avant de passer aux échanges, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur le chat et effectivement, donc le PowerPoint sera mis en ligne sur la plateforme. Donc comme je le disais, il y a un groupe dédié au webinaire sur cette plateforme dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources liées. Et il y aura aussi notamment à chaque fois donc l'enregistrement du webinaire qui sera disponible. Voilà, pas très longtemps après cette diffusion. Alors, en ce qui concerne les échanges, donc on a eu une question sur le chat. Si vous souhaitez réagir ou poser une autre question, donc je vous invite à utiliser l'option lever la main, ce qui permettra de distribuer la parole de manière, en tout cas, plus simple. Pas plus simple. Donc la première question, Anne-Cerise, que nous avons eue pour toi Oui. est de Marine Laval, qui se demande donc, sur quels critères et par qui seront choisis les futurs sites tests. Donc j'imagine que c'est une personne qui a dû postuler à l'AMI. Voilà. Ouais, alors effectivement, il y a eu pour les sites tests, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a pris la forme d'un marché à procédure adaptée. Donc du coup, il est en ligne sur la plateforme dans le groupe AMI, il y a un groupe spécifique là-dessus. Et donc dedans, vous retrouvez le contenu de ce qu'on attend des sites et les critères de sélection qui sont affichés dans le marché. Donc il y a un critère, enfin il y a 3 critères, mais les 2 principaux, évidemment, c'est en gros l'intérêt, la pertinence de ce qui est proposé, du projet et du site. Et puis le deuxième important, c'est évidemment la motivation du site et du gestionnaire. On va regarder la complémentarité avec les 6 sites expérimentaux. En quoi les nouveaux sites vont permettre d'explorer des nouveaux champs qu'on n'a pas pu explorer avec les 6 réserves. Donc voilà, tout est dans le groupe AMI. Et sur la question de qui va faire le choix, c'est le consortium de partenaires, c'est-à-dire à la fois les 10 partenaires techniques et les financeurs qui font partie du comité de pilotage stratégique. Voilà, donc il y aura 2 étapes. On va faire une présélection d'une vingtaine de sites parmi parmi les candidats. On va faire quelques entretiens téléphoniques pour approfondir cette vingtaine de candidatures. Et puis ensuite, on va proposer, nous, comité de pilotage technique, donc les 10 partenaires techniques, on va proposer une sélection au jury avec qui on aura invité les financeurs. Ok, Voilà. je précise peut-être juste ma question. Je suis de la région Nouvelle-Aquitaine et en fait, nous, on finance la LPO pour Oui.
du coup, pour mettre en place les actions du Life Nature Adapt sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait discuté avec la LPO de la mise en place de ce programme dans la région, on s'était dit qu'on aimerait en fait avoir un site test, un des 15 sites tests qui soit sur la région. Donc voilà, après je ne sais pas de quelle manière sont considérées ces demandes-là. Mais en plus, là, vous disiez qu'il y avait un comité de sélection avec les financeurs. Du coup, comme on est financeur de la LPO, je ne pense pas qu'on soit dans le comité de sélection. Non, c'est le comité. En fait, Voilà, quand je dis financeurs, c'est l'Europe, le ministère et l'OFB. C'est les financeurs généraux du projet. Par contre, alors, il y a deux choses. C'est que sur les 15 sites tests, en fait, il y en a 3 qui sont déjà choisis, qui sont au sein de nos partenaires du projet. Donc, il y a un deuxième site de la LPO qui fait partie de ces 15 sites. Et il y a aussi un site de la Fédération des réserves catalanes et un site géré par Aster. Donc, il faut que je vérifie. Je ne sais pas si le site de la LPO dans la région Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas fait attention, mais je pense que oui. Et ensuite, c'est vrai que nous, on va regarder aussi le côté géographique, évidemment, en termes de complémentarité par rapport aux 6 sites précédents. Donc, voilà. Mais je note votre question et je regarderai un peu plus en détail. Ça marche, merci. De rien. Alors, on a une deuxième question. Je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que si vous souhaitez prendre la parole, réagir en tout cas aux questions, n'hésitez pas à rallumer votre caméra. C'est plus sympa de pouvoir avoir un visage sur une voix. Alors, cette deuxième question est de Sarah Voirin qui dit donc bonjour, est-ce que l'étude menée sur la place de la biodiversité et du changement climatique dans la planification et les politiques intersectorielles est disponible? Je ne l'ai pas trouvée sur le site du projet, sinon quand sera-t-elle mise en ligne? Merci. Tu peux répondre, Sandra. L'étude, elle est en cours de mise en ligne. En fait, là, on est vraiment dans la phase finale où on finalise la mise en forme. Donc voilà, je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, on devrait pouvoir l'avoir publié sur la plateforme. Donc peut-être qu'on pourra faire un petit mot dans la discussion la suite à ce webinaire. Quand ça sera en ligne, on mettra un petit mot, comme ça vous serez avertis. Donc, on a une nouvelle question de Emmanuel Hans qui demande « Auriez-vous des précisions sur le calendrier pour la sélection des projets de l'AMI ?» Oui, alors donc dépouillement des candidatures janvier-février, choix final mars, démarrage juin. Clair, net et précis. Alors, c'est tout pour le chat. Mais si d'autres personnes ont des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se manifester? Ou pas? Oui, je veux bien prendre la parole, Emmanuel Caillot, votre collègue. Non, je voulais juste savoir par rapport aux publications scientifiques prévues, avec qui s'était engagé et quand est-ce que ça va sortir. Je pense que voilà, c'est vraiment des éléments intéressants, je trouve. Alors, sur les synthèses qui sont menées par l'UMS Patrinat, en fait, selon les sujets, ce ne sera pas forcément des articles dans les mêmes revues. Il y en aura forcément un dans la revue spécifique, dans le journal spécifique aux revues systématiques, là, le Environmental Journal Evidence ou un truc comme ça. Et les deux autres, ils n'ont pas encore choisi, je crois, le journal. La publication, normalement, on a comme objectif d'en faire, de soumettre, parce qu'après, il y a des échanges avec je sais plus comment ça va, les auditeurs, entre guillemets, voilà, de chaque journal. Mais en tout cas, l'idée, c'est de soumettre un article sur chaque sujet au premier trimestre de cette année. Donc voilà, ils sont vraiment dedans là. Après, voilà, la publication, ça dépend des allers-retours derrière pour finaliser les articles. Et par contre, la partie plutôt synthèse pour les gestionnaires,
c'est pareil, l'idée, c'est d'avoir ça dans les prochains mois, quoi. Au premier semestre, normalement, on devrait avoir bouclé cette action-là. Essentiellement réalisé par UMS Patrinat, c'est ça? Ouais, alors ça dépend des sujets, c'est pareil. Mais c'est eux, en tout cas, ouais, qui ont la main. Mais ils travaillent avec, par exemple, sur la libre évolution, ils travaillent avec IRSTEA, enfin, voilà, avec d'autres personnes. Pour chaque sujet, en fait, ils travaillent avec d'autres personnes, mais c'est eux qui mènent les sujets, quoi. C'est pareil sur la translocation, ils travaillent aussi avec une autre personne extérieure. D'autres questions? Toujours rien sur le chat, mais n'hésitez pas encore une fois à prendre la parole si vous le souhaitez. Et sinon, on peut aussi déjà vous présenter en tout cas le prochain webinaire. Je te laisse mettre la slide, Anne-Cerise. Si Ouais, excuse-moi, Sandra, il y a juste eu un dernier. Avant ça, il y a juste eu Christine qui. D'ailleurs, Christine, je pense que ce serait bien. J'allais en fait proposer, comme il nous reste un tout petit peu de temps, que les personnes du projet puissent mettre leur caméra, notamment Christine et Laetitia. Voilà. Donc Christine qui est la chargée d'études, qui s'occupe de tous les aspects techniques du projet et donc qui aurait pu aussi bien faire la présentation que moi. Et puis Laetitia qui est à côté d'elle, qui vient de rejoindre l'équipe voilà, en début de semaine. Il y a également Olivier, je vois, qui a allumé sa caméra, donc qui est partenaire à Europarc. On a Marina. Voilà, il y a Marina, mais je crois qu'elle n'a pas de caméra, qui est également là. Et j'ai pas fait attention s'il y avait Véro de Tella. Véro de Tella. J'ai vu un moment qu'il y avait aussi il n'y avait pas Aurélie aussi un moment qui s'était connectée. Aurélie et j'ai vu aussi Christine Daudelin. Oui. Et voilà. Aussi. Voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre votre caméra si vous voulez, voilà qu'on vous voit là. Salut Christine. Il y a Daphné qui est là. Je peux mettre des visages sur les noms des personnes qui travaillent. Coucou Véro, voilà, de Tella. Véro, coucou. Et donc, j'en profite pour te passer la parole, Christine. Tu m'as donné l'élément pour la Nouvelle-Aquitaine. Je te laisse faire la réponse. Mais il me semble déjà, je voulais que tu me confirmes, mais il me semble que c'est la LPO, le site, c'est la réserve naturelle des marais d'Yves. Oui, c'est ça. Voilà, qui est en Charente-Maritime. Et donc, du coup, si ma géographie est bonne, il me semble qu'elle fait partie. C'est bien en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc ça donne un élément de réponse. Et il y a une dernière question avant qu'on passe à la présentation du webinaire suivant. C'est donc quelle est la pérennité de la plateforme après la fin du projet? L'idée, ouais, ça te fait rire. L'idée, évidemment, c'est qu'elle perdure après le projet. Alors, vraiment, l'idée de cette plateforme et de la communauté qui l'héberge, c'est vraiment que ça perdure après le projet et que le projet permette de mettre des moyens techniques et d'animation pour développer cette plateforme et cette communauté et qu'ensuite, ça puisse perdurer après le projet. Donc, on est conscient que ça ne peut pas perdurer sans aucun moyen non plus. Mais on fait tout pour que voilà, ça puisse continuer à vivre avec un minimum de moyens en termes techniques et d'animation. Donc, l'idée, c'est que la communauté s'étoffe et fasse vivre aussi elle-même les échanges sur la plateforme. Ça démarre tout doucement. Là, au début, on était vraiment très projet, consortium, partenaire. Et puis là, vous voyez, je vous dis, on est plus de 250 maintenant sur la plateforme. Il commence à y avoir des petites initiatives qui ne sont pas dans le projet, quoi. Il commence à y avoir des groupes qui apparaissent, qui ne font pas partie du projet. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une plateforme qui est thématique et qui est voilà, sur la question de l'adaptation au changement climatique dans les espaces naturels et qui permettent à toute personne intéressée par le sujet d'aller dessus, de contribuer, de s'alimenter voilà, et de l'utiliser pour ses propres fins du moment que ça touche à ce sujet-là. Je ne sais pas, Christine, si tu voulais compléter sur la plateforme.
Non, pas spécialement. Je pense que c'est vraiment ce que tu disais, hein. L'objectif, c'est d'arriver à la faire perdurer. Alors, je pense qu'il faudra effectivement qu'on arrive à avoir des moyens dans le projet pour que ça continue, pour qu'il y ait une forme d'animation qui continue au sein de RNF. Mais l'idée, c'est effectivement, elle est très communautaire et très collaborative, hein. Donc, l'objectif, c'est que chacun puisse contribuer à la faire perdurer, quoi. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, comme l'a dit Sandra, on a une liste de discussion sur la plateforme dédiée au webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à reposer des questions a posteriori. On utilisera ça pour continuer à échanger pendant, voilà, l'idée c'est de garder au moins un mois des discussions ouvertes. Comme ça, chacun peut poser les questions a posteriori, ou pour ceux qui n'ont pas visionné en direct, puissent poser aussi leurs questions après. Je remets le diapo du coup, Sandra. Oui, oui, si tu l'as sous la main. Ouais, je l'ai sous la main. Et je vais direct à la diapo. Voilà, donc c'était simplement pour vous faire un rappel, comme je disais, donc le rendez-vous, c'est tous les premiers jeudis du mois. Donc le prochain, ce sera le jeudi 4 février. Donc toujours de 11h à 12h et toujours avec ce même lien Zoom. Et cette fois-ci, donc le thème sera sur les mesures d'adaptation recensées dans la littérature scientifique. Et donc justement, on en parlait. Et ce sera donc notre collègue Joseph Langridge qui est chargé de mission revue systématique, pardon, pour le Life Nature Adapt. Et qui est donc en parallèle aussi à l'UMS et au MNHN. Voilà, donc n'hésitez pas à partager l'information également autour de vous si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées. Et donc après, pour recevoir les informations donc, au fur et à mesure voilà, des mois et des webinaires, le mieux c'est de suivre la plateforme et encore mieux de s'inscrire à la newsletter. Et comme ça, vous aurez toutes les informations en temps réel. Voilà. Merci Sandra, merci à tous. Je pense qu'on peut conclure là-dessus.